Voilà, bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la première Feminist School de cette semaine du festival Amiens Europe Feminist Futures. Et merci de votre présence. On est ravis de vous accueillir pour cette rencontre qui donc est la première puisque celle d'hier n'a pas pu se tenir pour des raisons liées au transport dans notre pays. C'est des choses qui arrivent aussi. Et donc on a souhaité que celle-ci du coup puisse s'élargir avec la présence de Vanessa qui ne pouvait pas être là hier. Je ne vais pas épiloguer sur le contenu et sur les personnes qui participent à cette rencontre aujourd'hui, plutôt vous dire qu'elle s'inscrit dans un cycle, hein, puisque toute la semaine, pendant ce festival, on a souhaité qu'il y ait des moments de rencontre, de débat sur des questions liées aux questions féministes aujourd'hui, qui vont au-delà des spectacles que vous pouvez voir. Et en particulier, cet après-midi, sur la question de, peut-on parler de modèle féministe d'organisation, demain, sur le rapport au corps en particulier, à 12 heures, donc cet après-midi à 17 heures, demain à 12 heures. Et puis vendredi, j'insiste là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui est aussi lié à l'actualité qu'on vit aujourd'hui dans le monde. C'est ce qui se passe en Iran. Et sur cette question de est-ce qu'on peut dire que les révolutions peuvent être féministes, qui sera une occasion de faire un point sur la situation en Iran avec Azal Bagheri, qui est docteur en sémiologie et linguistique, et Mina Kavani, qui est comédienne, artiste, qui vivent toutes les deux très fortement cette réalité iranienne, et qui seront là pour échanger sur la situation, mais aussi sur est-ce qu'on peut parler d'espoir, est-ce qu'on peut parler de transformation, comment est-ce que ça se passe. Donc je vous invite très fortement à revenir à ce moment-là parce que ce sera un moment fort également du festival. Vous dire aussi que pendant cette semaine, aujourd'hui et demain en particulier, on a la librairie Page d'encre qui est présente ici. Donc vous pouvez poursuivre la réflexion en parcourant et en achetant des livres qui sont en rapport avec ce qui se discute ici. Et donc je remercie Stéphane de la librairie Page d'encre d'être avec nous également. Et puis bien évidemment des spectacles, du cinéma, d'autres moments de rencontre. Et on vous espère nombreux également dans les salles. Je laisse la place à Pauline Legros et à tous les intervenants qui vont se présenter pour ce moment de cette Feminist School. Dire aussi que Feminist School, c'est un projet qu'on développe dans le cadre du projet Feminist Futures avec APAP, qui est un projet soutenu par l'Union européenne. Et pour nous, c'est important de faire coïncider ces réflexions sur ces valeurs d'égalité, de lutte contre les discriminations, qui sont des valeurs fortement portées aussi par l'Union européenne. Donc, bonne rencontre. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous. Nous avons 1 heure pour discuter de nombreux sujets, donc on va essayer de faire de notre mieux. Je me présente, je m'appelle Pauline Legros, je suis consultante indépendante et enseignante à Sciences Po Paris et je collabore avec la Maison de la Culture, notamment dans le cadre de l'APAP, qui est le réseau européen Advanced Performing Art Project, où on se questionne sur Feminist Future, c'est l'intitulé de l'orientation pour les 4 années à venir sur un modèle féministe pour les organisations dans le spectacle vivant. À mes côtés, Vanessa Komfomala, Tatiana Julien, Hélène Soulier et Raquel Borghi, que je vais présenter rapidement et je parle sous votre contrôle. Vanessa, vous êtes dramaturge, performeuse franco-laotienne. Vous avez créé votre compagnie en 2017, Lapsus Chevelu. Vous explorez les transformations, celles du monde, celles des êtres qui
qui l'habitent, les formes de beauté, les beautés monstrueuses, les beautés nouvelles. Amour, radicalité, clarté et collaboration sont les thèmes qui structurent votre démarche artistique et celle de votre compagnie, comme les thèmes liés au transféminisme et à la pensée coloniale. Votre dernier spectacle Écho était présenté ici à la Maison de la Culture en décembre dernier. Et hier, vous avez proposé un atelier autour du baiser qui s'appelait Kissmogonie. Certains et certaines étaient peut-être présents dans cet atelier. L'idée était de donner naissance à un univers, à une existence qui soit enrichie par le baiser en dehors des codes normatifs généralement liés au baiser. Alors, Hélène Soulier, ce sera plus simple de faire dans ce sens-là. Vous êtes metteuse en scène et dramaturge. Vous avez entrepris en 2017 aussi un travail un peu exploratoire pour aller collecter pendant 4 années des récits, des parcours de vie, des paysages sonores de femmes que vous avez identifiées comme étant pionnières ou troubles faites. Et vous en avez fait un album de voyage en 6 épisodes où vous questionnez le genre, la construction des identités. Et vous allez pouvoir voir certains des épisodes dans le cadre de ce festival, de ce récit de voyage qui s'appelle Madame, le manuel d'autodéfense à méditer. Les 3 premiers épisodes questionnent l'intériorisation des oppressions en termes de genre, de race ou de classe. Et proposent de changer un peu le paradigme culturel. Et les 3 suivants nous invitent à se saisir des puissances de l'imaginaire pour formuler de nouveaux récits. Donc c'est l'épisode 2 qui est présenté ce soir au Chaudron à 20h30, intitulé « Faire le mur » ou « Comment faire le mur sans passer la nuit au poste ». Et demain, l'épisode 6, « Et j'ai suivi le vent ». Voilà, ici, pour le coup. Non. Ah pardon, à la Maison du Théâtre. C'est une démarche dont vous allez nous parler, qui vous a fait bouger personnellement, artistiquement, et que vous concevez comme un manifeste philosophe queer, en politisant l'expérience personnelle, l'espace intime et le corps. Et à collaborer avec vous, Raquel Borghi, bonjour. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne en géographie sociale et culturelle. Vous étudiez le rapport entre espace, genre et sexualité dans une perspective intersectionnelle et décoloniale. Vous travaillez sur les normes dans l'espace public, sur le post-porn et sur la dissidence sexuelle. Et vous êtes vous-même activiste, porn-activiste, performeuse. Et donc vous avez collaboré notamment avec Hélène Soulier sur le spectacle qui sera présenté ce soir au Chaudron. C'est sans doute incomplet comme présentation, n'hésitez pas à le compléter. Tatiana Julien, vous êtes chorégraphe et danseuse, vous avez fondé la compagnie Interscribo avec laquelle vous proposez des performances in situ qui résonnent avec l'architecture des lieux, des dispositifs qui engagent le public pour qu'il puisse être contaminé par la danse que vous proposez, et donc des spectacles qui parfois mêlent public, professionnel et amateurisme. Vous interrogez sur l'engagement de l'artiste dans le monde, sur la place du spectateur, de la spectatrice, citoyen et citoyenne. Vous collaborez aussi avec d'autres artistes comme Boris Charmatz au Tanztheater de Wuppertal en Allemagne, et Anna Gaiotti, avec qui vous avez présenté, notamment, avec qui vous avez coécrit et co-interprété Une nuit entière, qui était présentée hier et avant-hier ici, et que vous avez peut-être vu, une proposition artistique sous forme de duo, de corps à corps, où 2 corps s'entrelacent, s'empoignent, se reniflent, s'engendrent, s'apprivoisent dans un espace de jeu circulaire où le public est invité comme dans une veillée à assister à ce rite initiatique. Vous êtes artiste associé à la Maison de la Culture d'Amiens, pôle européen de création et de coproduction, et vous travaillez aussi avec d'autres scènes nationales comme le Phénix à Valenciennes, Chalon-sur-Saône ou Beauvaisis. Et vous êtes une artiste soutenue par le réseau APAP. Voilà. Donc, on a effectivement aujourd'hui plusieurs thématiques à aborder. Celle d'hier était supposée être consacrée au transféminisme décolonial. Celle d'aujourd'hui
à la parole des femmes dans l'espace public. On va voir comment on arrive à faire le lien. Peut-être un point de départ dans la réflexion qu'on peut avoir ensemble, et n'hésitez pas à poser des questions si des choses ne vous semblent pas claires ou si vous avez des remarques à ajouter ou des expériences à partager avec nous. Peut-être on peut commencer comme point de départ à parler de la manière dont l'intime peut rejoindre l'espace public et du coup devenir politique. Je crois que Vanessa, dans vos réflexions, la question de la dépsychologisation des parcours personnels et des parcours trans vous intéresse. Peut-être que vous avez envie de nous en parler un peu plus en détail. Alors, pour essayer peut-être tout de suite de poser la question selon la question de l'espace public, en fait, moi je crois que l'espace intime est une fiction. Que l'espace intime est une fiction qui, en fait, précisément sert des enjeux qui sont des enjeux publics. C'est-à-dire, à qui sert l'intime, en fait? Pourquoi est-ce qu'on construit l'intime? Et à qui sert la manière dont on construit politiquement l'intime? Ce qu'on construit comme intime, c'est ce que le politique refuse de gérer le plus souvent. Ce sont très souvent des formes de violence que le politique refuse de gérer. Sur la question précisément des formes de violence patriarcale, qui peuvent être vécues par les personnes trans ou par les personnes en situation de discrimination aussi, pour rebondir sur la question décoloniale tout de suite, les personnes racisées, en fait, tout ce qu'on revoit à l'intime, c'est très souvent des choses dont les pouvoirs publics en fait, refusent de se saisir. Donc, dans mon travail artistique, le fait de présenter ce qui serait intime, c'est en fait une manière toujours de repolitiser des choses qu'on voudrait en fait plutôt que je gère dans le cabinet d'un psychanalyste, par exemple. Mais ce ne sont pas des problèmes personnels, d'une part, ce sont des problèmes collectifs qui sont partagés par beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes, je pense, parmi vous parfois, où on se dit, mais pourquoi est-ce que je devrais, avec mon argent privé, en fait, régler ce problème qui en réalité est un problème public et collectif. Donc évidemment, l'un des espaces collectifs pour appréhender ces choses-là, c'est l'art. Donc évidemment, les scènes de théâtre sont un premier espace public dans lequel on peut partager des choses. Puis un deuxième espace public, c'est la rue, dans lequel aussi on peut chercher à avoir des présences qui sont aussi des présences visibles et des présences qui sont des présences revendicatrices. Puis peut-être, pour aussi tout de suite rebondir sur cette question-là, quand je dis que l'intime est une chose politique, c'est-à-dire que précisément nos corps sont des choses politiques. Et pour moi, c'est très important dans mon travail artistique de donner accès à mon corps. Donc parce que mon corps est aussi une chose qui est construite politiquement par la médecine, par la loi, par tout un ensemble d'institutions. Mais c'est très important dans mon travail artistique de partager mon corps, pas du tout de manière christique, mais de partager mon corps, en fait, de le montrer, de le proposer, de le mettre en commerce, de le mettre en circulation. Donc là, je pense en particulier à une performance que j'ai créée en 2020 qui s'appelle « Je viens chanter chez toi toute nue en échange d'un repas », qui sert justement à montrer ce corps comme un objet partagé, qui soit l'objet d'autres tractations justement que les tractations, je dirais, économiques conventionnelles. Ce que je vais mettre en circulation, c'est un corps qui sera d'abord une proposition artistique et une surface d'imaginaire sur laquelle construire d'autres récits que les récits conventionnels. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être Raquel ou Hélène aimerait rebondir sur cette question de l'espace intime qui, en fait, qu'a-t-il d'intime et pourquoi il est relégué à l'intime alors que c'est des questions effectivement qui sont collectives et comment le fait de passer ces questions-là dans l'espace public est un enjeu politique fort. Merci. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Vanessa et j'aime beaucoup ce genre de travail et le fait d'utiliser le corps comme véhicule, en fait, et comme laboratoire, pas seulement individuel, mais aussi collectif, et donc du passage, que pour moi c'est ça, le féminisme et le transféminisme en particulier,
le passage entre la dimension individuelle et la dimension collective est toujours le fait de travailler à l'articulation des deux et de comment pouvoir arriver à se réapproprier son corps, habiter son corps pour pouvoir l'injecter dans la sphère du public. Le public, dans l'espace public, investir l'espace public, donc avec des actions, avec des mobilisations, avec un corps qui est un corps collectif basé sur la confiance et là, je dirais, l'intimité. Parce que la chose sur laquelle peut-être je ne suis pas, peut-être que pour moi il y a une nuance, c'est que pour moi la définition qui est à donner de l'intime, c'est plutôt du privé. Et parce que c'est l'espace du privé qui a été relégué et devenir quelque chose qu'on ne doit pas traiter en public. C'est l'espace du privé qui est l'espace par excellence de la violence. C'est l'espace du privé qu'on dit n'est pas une affaire qui concerne tout le monde, n'est pas une affaire publique. Je trouve en revanche que la dimension de l'intime, ça nous permet peut-être d'explorer un espace qui va au-delà de la dichotomie entre public et privé, de dépasser l'injonction hétéro-cis-patriarcale normative de définir tous les aspects de notre vie comme faisant référence à la sphère du privé et aux politiques, de sortir de l'idée qu'en italien on dit i panni sporchi si lavano in casa. Je pense qu'il y a une expression similaire en français. Littéralement, c'est voilà, c'est ça. Voilà. Et donc... Laver son linge sale en famille. Voilà, c'est ça. Même expression. Comment quoi on partage tout les mêmes injonctions patriarcales. Donc, pour moi, c'est justement le fait de suivre un peu une des points forts du féminisme des années 70, c'est-à-dire le privé et politique. Et la sphère de l'intime, pour moi, est quelque chose qui a une valeur révolutionnaire. Déjà, parce que met en évidence les émotions. Et sortir les émotions est révolutionnaire, parce qu'on n'a jamais le droit de le faire. Les émotions sont très genrées. Qu'est-ce que peut faire une personne assignée femme et une personne assignée homme? On ne sait pas les émotions d'une personne non binaire, par exemple. Et puis, comment on doit se tenir, donc tenir notre corps quand on est en public. Et aussi comment se comporter. Moi, par exemple, j'ai les mains qui me font un peu mal et je voulais me passer la crème maintenant. Puis je dis, non mais attends, ils sont en train de filmer avec tout le public là-bas, est-ce que je me passe la crème sur les mains? Puis je me suis dit, bon, là, ça pourrait être une épreuve d'intimité. Après, je me suis dit, laisse tomber. Mais même, c'est lever les chaussures, par exemple. Moi, j'ai des grands problèmes. Et par exemple, vous parlez de mes problèmes de santé, c'est quelque chose qui est considéré intime. Donc moi, je suis une personne non habile, non valide. Mon corps est explosé à cause de tout un tas de violences, dont les violences institutionnelles que j'ai eues depuis 2013 quand je suis rentrée à la Sorbonne, et que mon corps était vu comme un corps pas adapté à cet espace-là parce que je faisais déjà des performances et je me mettais nue et donc j'étais considérée une personne amorale, etc., etc. Et donc, parler de ces choses-là est toujours considéré de la sphère du privé. Et le faire en public signifie quelque part prendre le risque, pas seulement de visibiliser les choses que théoriquement devraient être du privé, mais aussi, d'un côté, d'alimenter notre syndrome de l'imposteur, de l'imposteuse, parce qu'on se dit, ah oui, non, mais qu'est-ce que savoir ça, je suis vraiment nulle, etc. Et tout. Et puis, l'autre chose, c'est quelque part de faire quelque chose qui est considéré out of place. Quelque chose qui est considéré à côté de la plaque, quelque chose qui va tout de suite te mettre dans la case de personne pas sortable, pas adapte. Et parfois, surtout quand tu es assigné intellectuel comme moi, que je suis
enseignante-chercheuse, mais actuellement, je suis enseignante à l'école de Beaux-Arts de Marseille, où je prends un peu de souffle, d'oxygène vis-à-vis du contexte de la Sorbonne. Voilà, quand tu es comme ça, d'être considérée pas scientifique, pas intellectuelle, pas intelligente. Alors pour moi, c'est ça la question de l'intime, c'est sortir tout ça, faire son coming out, parce que bon, pour moi, faire le coming out lesbienne, bon, dis-moi quelque chose que je ne sais pas, c'est pas si compliqué, voilà. Lorsque faire le coming out d'autres niveaux d'intimité, comme la maladie, comme n'être pas à l'aise, comme tout un tas de choses, signifie quelque part s'exposer et pouvoir être jugé, pouvoir n'être pas aimé. Et c'est aussi pour ça que pour moi l'intime c'est important aussi pour travailler sur la notion d'amour, d'être accepté, de qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion, etc. Et de faire du monde et de l'espace public un grand lieu d'intimité et, pour utiliser les mots de certaines performances du post-porn, un lieu de tendresse radicale. Et c'est là le lieu de la révolution pour moi. Merci beaucoup. La tendresse radicale, ça va rester, je pense, avec nous. Il y a un manifeste que vous trouvez sur Internet dans toutes les langues. Donc, ça suffit de taper tendresse radicale. Oui, vas-y, je t'en prie. Allez-y. Enfin, vas-y. Merci pour ces mots. J'ai envie de rebondir sur ce qui s'est dit parce que, alors moi j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur aussi parce que j'ai pas vraiment de discours militant, activiste direct sur la question du féminisme, bien que ce soit une question qui m'habite presque malgré moi au gré de mon travail, mes spectacles. Il y a dans ce dernier spectacle que j'ai créé qui s'appelle Une nuit entière avec Anna Gaiotti, la question de l'intimité, elle est d'emblée une question qui a été posée et proposée dans ce processus avec l'envie de donner à sentir, comment donner à sentir, partager la sensation avec les spectateurs et les spectatrices de deux corps qui se touchent. Ça fait partie d'une longue réflexion chez moi dans ma pratique corporelle, chorégraphique, de réfléchir à des spectacles. Donc les spectacles, c'est quand même un endroit entre le privé et le public, enfin un espace public protégé quand même, c'est pas la rue, où on peut créer des performances qui sont à la lisière entre l'action culturelle où on va donner un atelier, où on va ensemble pratiquer le toucher et tout le monde est a priori d'accord pour le pratiquer ou traverser des enjeux chorégraphiques. Comment, à l'endroit du spectacle et de la performance, on peut donner cette sensation qu'on fait partie de ce qui se joue, à la fois en étant regardeur, en simplement spectateur, spectatrice, et à la fois en étant inclus. Donc voilà, c'est des questions d'immersion finalement pour moi. Elles sont à la fois liées à des enjeux que je trouve très liés à la question de la démocratisation de l'art, et en même temps très lié à un désir profond de créer de l'empathie, de créer du soin en fait des gens qui sont là, une envie sans que ce soit totalitaire en leur disant on va vous mettre dedans et vous n'avez pas le choix, mais de créer une porosité profonde et organique. Et ça vient d'une envie pour moi. À chaque fois que j'entends des questions sur l'intime dans l'espace public et le corps comme endroit politique, j'ai l'impression qu'au quotidien, quand on fait de la danse, on n'est pas toujours. Tous les enjeux chorégraphiques peuvent être hyper fascistes. On peut pratiquer la danse d'une façon à l'inverse de ce qu'on défend. Mais il y a en permanence, on est en corps à corps, on se retrouve le matin, on s'affale au sol. On se touche, si bien que pour des gens qui ne pratiquent pas ça au quotidien, ça pourrait paraître très libéré, très
complètement anormal, voire impudique. Et alors qu'en fait, en pratiquant en permanence ce consentement des tissus, on pratique de la bienveillance, on pratique de l'écoute de soi, de l'écoute des autres. Et toutes ces questions, pour moi, elles surmontent, elles dépassent la question du genre, elles dépassent plein de questions normatives, en fait. Et j'aime à penser l'idée d'une population entière qui pratiquerait dès le plus jeune âge ça, en fait, ce rapport des corps entre eux, libéré de toute question sociale, mais simplement dans l'épreuve de la sensation, quoi, à l'épreuve de la sensation. Et dans ce travail, on a travaillé avec une praticienne qui s'appelle Marion Blondeau, qui est danseuse et qui est aussi fasciapulsologue. La fasciapulsologie, c'est une pratique qui est assez récente et qui est aussi pratiquée par les kinés, qui est une technique sur tous les tissus conjonctifs qui englobent le corps, dans des touchés extrêmement microscopiques, d'aller soigner de cette manière-là. Et en fait, nous, on a essayé d'appliquer ça au mouvement dansé. Et tout le vocabulaire qui est distribué autour de cette pratique thérapeutique est vraiment lié à l'idée du consentement tissulaire, d'aller poser une main et puis d'attendre en fait que le tissu fonde sous les doigts pour que le tissu nous accueille, et même le mot dit à ce moment-là, pour invaginer, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des tissus. On attend que le tissu fonde. Mais si le monde entier pratiquait ça tous les jours, qu'est-ce que ce serait ? Enfin, je ne sais pas. Et à la Maison de la Culture d'Amiens, j'ai eu la chance de porter un temps fort qui s'appelle la Cité éphémère de la danse en juin, où il y avait cette ambition-là de créer partout une atmosphère d'immersion dans la pratique chorégraphique, comme si on était dans un atelier géant performé, où toutes les personnes qui visitaient ce lieu étaient invitées à rentrer dans une expérience sensible, les yeux fermés. Là, en ce moment, cet après-midi, il y a une performance de Malena Baer qui va être donnée avec une personne qui a les yeux fermés et qui est amenée à déambuler pendant 1 heure avec une performeuse ou un performeur dans une expérience complètement tripante. Et là aussi, c'est une pratique de la confiance que nous, on fait, j'allais dire au quotidien, en fait, mais voilà. Et sur cette question du corps aussi, qui doit se tenir, qui doit... c'est aussi cet apprentissage, un des chocs qui a fait que je suis rentrée beaucoup dans cette question de comment partager avec les gens dans mes spectacles une organicité et de les faire rentrer par ce prisme dans la danse. Ça venait d'un atelier que j'ai donné à des enfants qui avaient, je sais pas, je pense qu'ils étaient en dernière année de maternelle, quelque chose comme ça. Je me faisais un peu dépasser par les enfants parce que j'étais à fond et ils étaient géniaux, et donc ça devenait un peu la fête, je ne savais plus comment faire. Et en fait, à un moment donné, l'institutrice, elle a pris un sifflet et pour leur dire de se taire, elle a sifflé comme un flic, quoi, pour leur dire de se taire, et elle les a engueulés. Et en fait, les enfants étaient affalés partout sur le sol parce que je venais de leur proposer de fondre comme de la confiture. Et là, elle leur dit « on se tient pas comme ça !» Et c'était vraiment d'un coup de revenir. En fait, ça m'a complètement choquée et rappelé toute mon éducation, où pour moi, c'était à l'école, c'était un supplice en fait de rester assise, de rester concentrée en étant assise, de devoir se tenir, enfin de l'éducation du corps d'emblée en fait, alors que ces enfants ils naissent avec cette capacité de se mouvoir, de sentir, cette empathie,
cette énergie, cet imaginaire débordant, il est complètement contraint dès le plus jeune âge. Voilà. Donc ça m'a juste renversé le cerveau en me disant mais si la danse elle était massivement suggérée, mais de toute forme de danse en fait, de mise en lien, elle était potentiellement amenée à toutes et à tous, peut-être que le monde serait différent. Voilà. Merci Tatiana. Je rebondis sur ce que tu as commencé à dire au démarrage, c'est-à-dire que tu n'avais pas de discours féministe ou activiste. Et ça me fait penser, Hélène, à quelque chose que vous affirmez dans la démarche artistique, que le discours féministe ne vous intéresse pas. Et du coup, j'avais envie d'explorer un petit peu cette notion. On sait qu'évidemment, il y a beaucoup de visions de ce qu'est le féminisme, peut-être autant que de personnes. Il y a beaucoup d'approches différentes. Pourquoi le discours féministe ne vous intéresse pas et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'amener ces récits, ces témoignages que vous avez collectés dans l'espace public? Mais déjà, je voulais juste rajouter une petite chose parce qu'il y a eu beaucoup de paroles sur le corps. Oui. Et moi, je travaille sur la langue. Mm-hmm. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est une autre entrée que, en même temps, le travail que je mène, moi, je dis la langue, mais en même temps, c'est vraiment sur la parole. Pour moi, c'est une chose qui est extrêmement organique, qui est reliée vraiment à une intimité extrêmement forte. Et donc j'ai presque une tendance comme ça, parfois, ce qui me fait rire, presque désespérée dans ma volonté de parler aux gens et qu'ils entendent exactement très bien ce que j'ai à leur dire. Donc c'est les défauts de mon travail, ça vous pourrez le voir. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et cette chose-là aussi de langue passe aussi par des injonctions très fortes qu'on reçoit ou qu'on entend. Par exemple, une chose, ne sors pas toute seule la nuit, c'est dangereux. Ni le jour d'ailleurs. Enferme-toi chez toi à double tour. Voilà, ce genre de choses comme ça qui sont des injonctions en fait, qui en fait travaillent, qu'on entend, qu'on rabâche, autant que cette histoire de tiens-toi bien, tiens-toi droite, serre les jambes, ne parle pas trop fort, ne fais pas de bruit, etc., etc. Ces injonctions-là qui sont ou plus simplement, ah bah t'es nul en maths. Généralement, quand on nous a dit un truc comme ça, c'est rare d'après d'être doctoresse en mathématiques, quoi. Donc en fait, ça c'est moi je travaille beaucoup sur ces questions-là de la relation intime au langage, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit et comment la langue vient nous rencontrer et qu'est-ce qu'on dit pas aussi, qu'est-ce qui est dissible et qu'est-ce qui l'est pas. Et ça commence à être pour moi un espace qui est intéressant. Qui rejoint aussi ce que tu disais, qu'est-ce qu'on ne peut pas nommer en fait, qu'est-ce qui se nomme pas publiquement. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose. Et après, la question sur le discours féministe. Oui, bon, alors, c'est parce que j'écris dans mon texte de présentation que le discours féministe m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, ce mot-là, il est effectivement trop large et que je ne sais même pas aujourd'hui. Au départ, quand j'ai démarré ce projet-là, Madame, donc manuel d'autodéfense, à méditer, je me suis dit oui, je vais aller rencontrer des personnes pionnières ou des personnes trouble-faites, qui viennent troubler la fête des dominants, des dominantes, on va dire. Et alors, j'étais dans une démarche plutôt de me dire oui, c'est plutôt féministe. Bon. Et alors aujourd'hui, quelques années après, et maintenant que je suis en train de faire aussi d'autres spectacles, je me dis mais non, en fait, ce sur quoi on a travaillé, c'est vraiment... Alors ça fait partie de la question féministe, mais c'est la question de l'engagement et c'est la question du choix. Et c'est la question, c'est ce que aussi notre rencontre m'a apporté, mais c'est en fait, et Madame, c'est au-delà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste avoir le droit, et c'est la question du droit. Et c'est une question qui est raccord avec beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre société, où par exemple, on n'a pas le droit de ne pas être vacciné, on n'a pas le droit de traverser une frontière, on n'a pas le droit de tout un tas de choses, etc., etc. Et il y a des injonctions comme ça, très fortes, en fait, aussi sur l'intime, à dire voilà comment tu dois fonctionner et tout ça. Et finalement, Madame, c'est un questionnement comme ça sur le droit, sur le choix, sur l'engagement. En fait, je dirais ça aujourd'hui. Après, quand je dis le discours féministe m'intéressait pas ou m'intéresse pas, c'est que je trouve que c'est très réducteur, que tout de suite on voit un peu les nanas qui veulent la place d'eux. Et en fait, nous, on veut pas la place d'eux, on veut autre chose, en fait, on veut autrement. Donc en fait, c'est cette chose-là qui est vraiment fondamentale et que en fait, la philosophie féministe, elle
elle regroupe tout un tas de choses et de préceptes. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui en termes d'intersectionnalité, ces choses-là, puisqu'on n'est pas sur une chose homme-femme, on n'est plus sur ces binarités qui font partie, je trouve, moi, du discours, par exemple. Voilà. Alors que ce qui est intéressant, c'est de voir, dans Madame, c'était en tout cas le leitmotiv au départ, c'était de voir quelles sont les stratégies aussi qui sont mises en place pour révolutionner, en fait, les choses. Et après, ce qui était important pour moi dans cette, on va dire, entrée dans la question féministe, c'était de comprendre, et c'est ce pourquoi aussi je travaille avec des chercheuses sur scène, c'était de comprendre qu'en fait la philosophie féministe, elle s'était construite depuis de multiples traditions disciplinaires qui vont être effectivement la science, les sciences, donc l'université, mais aussi les arts, les artistes, mais aussi les personnes, et qu'en fait il y avait que tout le monde justement a un savoir, a des savoirs en fait, et que le féminisme, la pensée, on va dire féministe, elle était construite vraiment avec toutes ces traditions-là disciplinaires. Et le projet de Madame, il est donc d'aller rencontrer des personnes, qu'elles nous parlent, de les interviewer. Donc moi, je suis beaucoup effectivement sur la voix, d'essayer de les rencontrer assez longuement pour qu'il y ait des choses qui arrivent, et ensuite de mettre ça au regard du plateau, d'une écriture avec des commandes de texte à des autrices qui venaient donc en ce qu'on appelait nos phases d'immersion, et après d'échanger là-dessus avec des chercheuses qu'on fait donc du coup intervenir aussi sur le plateau pour voir où est-ce que tout ça nous emmène et qu'est-ce que ça raconte, c'est-à-dire de reprendre cette pratique presque à la base en fait. Bon voilà. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à me faire signe, voilà, pour intervenir. Peut-être pour aller maintenant vers l'ouverture d'un imaginaire et d'aller vers des nouveaux récits. Vanna Sai, vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous essayez de donner vie à ces nouveaux mondes dans vos recherches ou dans votre pratique artistique. Je vais peut-être partir d'un rebond et puis aller vers la question aussi. C'est que, alors pour le coup, je pense qu'effectivement c'est compliqué de parler du discours féministe parce qu'en fait il y a une telle pluralité de discours. Pour le coup, moi les discours féministes m'intéressent précisément dans leur diversité, mais derrière les discours, justement, j'ai l'impression que quand on se sert même de l'expression le discours féministe, en fait, c'est une manière de discréditer le discours féministe. C'est une manière de le présenter de manière monolithique, et puis comme un type de discours qui finalement est un type de discours assez masculiniste, parce qu'en général, quand on parle du discours, on parle d'un discours universitaire, et d'un discours universitaire donc qui appartient à des critères, enfin qui relèvent de critères qui sont pour le coup vraiment fixés par le patriarcat. Et je propose peut-être de remplacer cette notion de discours féministe au singulier par la notion de poésie féministe au pluriel, parce que la poésie est une autre forme de discours aussi, et que c'est peut-être une forme de discours poétique donc qui est d'autant plus porteur qu'il est chevillé à la notion de création et de créativité. Donc le discours féministe comme répétition du même ne m'intéresse pas. Les poésies féministes comme création de nouveaux imaginaires, pour le coup, là, m'intéressent énormément. Et c'est là justement que du côté du transféminisme et du côté des féminismes décoloniaux, en fait, on a des intersections qui se créent, qui génèrent de la pensée nouvelle. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est là que, pour le coup, le discours des théoriciennes et théoriciens du transféminisme et du féminisme décolonial m'intéresse, parce que là, j'y apprends des choses nouvelles. En fait, je vois le monde à travers des subjectivités que je ne connais pas encore. Certaines des subjectivités que nous ne connaissons pas encore sont paradoxalement les nôtres, c'est-à-dire que c'est aussi les discours qu'on a enfouis chez nous. Je ne vous cache pas que pour toute personne trans, en fait, il y a un moment où la voix trans, en fait, parvient à nos oreilles, qui sont des voix qu'on n'a pas entendues. Et je pense que chez chacune et chacun, il y a ces expériences de voix tues, et pour penser aussi par rapport au travail de Tatiana, peut-être de fascias qui sont encore éteints et qu'il s'agit de réveiller et dont il faudrait faire remonter, de faire fondre pour que ça remonte aux oreilles. Donc, très concrètement, moi, je travaille d'abord à la dépatriarcalisation et à la décolonisation de mon propre imaginaire, parce qu'évidemment, à travers l'éducation, il y a des formes d'injonction qui ont été intégrées de manière très, très forte.
Donc ce que je fais concrètement, la chose dont je peux parler le mieux, c'est forcément mon travail. Donc moi, je pars très souvent dans mon travail de récits qui sont des récits qui sont légués, que je cherche à me réapproprier à travers ma subjectivité. Donc le récit légué, le dernier sur lequel j'ai travaillé, c'est donc les métamorphoses d'Ovide, et en particulier la métamorphose d'Écho, qui est le récit d'une femme silenciée, d'abord par les dieux et puis ensuite par un amour trop cruel. Et je me disais, mais si j'essaye justement de retourner le gant, d'écouter ce récit à l'endroit de ma propre subjectivité, qu'est-ce que j'entends, moi, en tant que femme trans asiatique, en fait ? Qu'est-ce que j'entends de ce récit qui serait un récit... si je sors de la femme, d'une manière générale, pour aller vers la femme que je suis, moi, dans ma toute petite singularité, mais en même temps avec quelque chose, justement, précisément de singulier. Donc, c'est anecdotique et en même temps, je pense que ça ne l'est pas. Je me suis tout simplement posé la question de mais c'est quoi ces grandes figures mythiques qui, justement, sont du commun, sont un espace public. Si je m'autorise à rentrer dans cet espace public et à dire cet espace du récit d'Ovide est aussi le mien, bah, qu'est-ce que ça donne si cet écho anonyme est une femme trans laotienne ? Donc, qu'est-ce que ça donne si déjà j'essaie d'inventer la langue ? Parce que dans le mythe d'Écho, il est toujours la question de l'invention d'une langue. Qu'est-ce que ça donne si sa langue, tout d'un coup, ça n'est plus le latin et ses dérivés, le français, l'espagnol, l'italien ? Qu'est-ce que ça donne si tout d'un coup, c'est le laotien ? C'est-à-dire peut-être une langue dans laquelle, précisément, ce récit-là a encore très peu pénétré, très peu invaginé. Donc il y avait cette question-là du coup... en fait, essayer d'entendre le récit d'Écho depuis ma subjectivité trans. Puis il y avait aussi donc, le fait de la faire parler en laotien, et donc de tout d'un coup déplacer nos imaginaires. Et je pense que ça, c'est seulement l'un des aspects de tout le travail à la fois artistique et militant qu'on peut faire, mais déjà la réappropriation des récits communs. Je pense que c'est, et notamment évidemment des récits qui sont fondateurs du patriarcat, c'est un travail pour la compagnie qui est essentiel. Voilà. C'est vraiment le cœur de notre travail, de se réapproprier, de se réapproprier nos mythes fondateurs. À partir de votre propre subjectivité. À partir des subjectivités, alors du coup, donc moi j'interviens comme dramaturge et pas comme metteuse en scène dans mes projets, parce que justement ce qui m'intéresse, c'est de designer des processus de travail qui soient plurisubjectifs. Donc c'est en fait de donner à chacune et chacun des collaboratrices à l'intérieur de cet espace, on en parle beaucoup, d'essayer de créer des espèces de processus horizontaux, mais déjà d'essayer d'organiser des formes d'égalité de plateau en termes tout simplement de présence. Pour celles et ceux qui auraient vu Écho, il y a une attention particulière au fait que le temps de plateau qui est accordé à chacune et chacun des interprètes soit en gros équivalent. Et puis, concrètement, dans ce spectacle, en fait, je suis enterré pendant 1 heure. C'est-à-dire que, autant vous dire que les créatrices au son, à la lumière et à la lumière se sont débrouillées sans moi, car sous la terre, je ne voyais pas grand-chose. Mais c'est aussi, en fait, finalement, de se saisir du pouvoir politique dont je suis investie comme porteuse de projet pour redistribuer ce pouvoir dans des endroits de légitimation du geste artistique de mes collaboratrices. C'est une chose importante aussi. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle ? Non ? Bien sûr. Sur la question des nouveaux récits, je crois qu'il est effectivement fondamental. Moi, je travaille plus sur le lien entre le réel et la fiction, et comment on vient dynamiter un réel. Comment une fiction vient dynamiter un réel ou un réel vient dynamiter une fiction, et quelles possibilités nouvelles de récit ça ouvre. Je travaille par exemple en ce moment sur Podane, le conte de Podane. Et ça, c'est très concret parce qu'on le connaît. Et en tout cas, quand on regarde ce conte-là, selon les époques, donc il y a le conte de Perrault qui est très connu dans l'imaginaire collectif, et le film de Jacques Demy qui est très connu dans l'imaginaire collectif, qui est très proche dans ce qui est raconté. Mais selon les époques, il y a des versions du conte où le père est destitué de l'ordre social. On dit non, tu t'es vraiment comporté comme un sagouin, c'est pas possible.
Mais en fait, cette version-là, par exemple, aujourd'hui, elle n'est pas celle qu'on a. Aujourd'hui, il est accueilli encore en grande pompe au mariage de sa fille et tout ça. Apodane, c'est une histoire d'inceste. Donc, il n'est pas... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, mais aujourd'hui, comment on raconte cette histoire, par exemple ? Comment on la raconte à l'aune ou au regard du mouvement MeToo inceste. Pour moi, c'est ça le process. Comment on peut faire que cette jeune fille, elle va créer des alliances, par exemple, avec d'autres personnes, d'autres femmes, et comment, du coup, elle va réussir à nommer, et comment, effectivement, voilà, comment on avance dans l'histoire. Et c'est très important parce que, du coup, raconter une autre histoire, pour moi, ça fait partie vraiment de nos responsabilités aussi d'artistes, parce que ça influe après sur les imaginaires. Je trouve que cet exemple du conte, voilà, il est assez important. Parce que quand on nous rabâche toujours, ça c'est pareil, cette injonction-là, on nous raconte toujours cette même histoire, etc. Bon, ben voilà, on se dit, bon, ben voilà, c'est OK, c'est comme ça, en fait. Et c'est aussi ces histoires-là donc qu'on raconte aux enfants avant de s'endormir qu'il faut aller re-questionner. Parce que voilà, moi, je suis sûre que ça a une influence qui est très, 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 très forte, en fait, sur les imaginaires. C'est comment on met en scène de façon systématique. Après, Bérénice Hamidi en parle aussi. Elle parle des représentations des violences sexistes et sexuelles, par exemple, sur les plateaux ou dans le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire, à un moment donné, de montrer systématiquement qu'une femme qui est victime de violences dans un film, c'est parce que elle a bu, elle est en soirée et elle rentre et ça se passe dans une ruelle sombre. Bon, on connaît ça par cœur, mais je veux dire, dans les films, on le voit tout le temps et de façon systématique. Donc à un moment donné, ça c'est aussi une responsabilité du plateau et féministe de dire non, ça c'est plus possible, il faut raconter autrement et différemment, quoi. Ouais, je voudrais ajouter une chose à ça, parce que moi, je pense que le changement d'imaginaire et donc les récits, ça se fait à travers la visibilisation d'autres récits. Parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'on parle toujours beaucoup plus de la violence comme quelque chose de acquis, plutôt que pratique de résistance, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est important ce que disait Hélène, de visibiliser, de raconter d'autres histoires, non ? Parce que pour moi, la chose importante, c'est visibiliser que au mieux conscientiser sur le fait que comme il existe la violence, il existe des pratiques de résistance à la violence. Il existe tous les groupes minorisés, attention, pas une minorité, parce que les groupes minorisés, c'est qu'ils sont mis en minorité par le discours dominant. Les personnes minorisées mettent en place des pratiques de résistance au discours dominant, à la violence des dominants, etc. C'est pour cela que pour moi, quand on parle de féminisme aujourd'hui, c'est très important de se positionner, parce qu'effectivement, les féminismes sont plusieurs, c'est-à-dire les épistémologies féministes sont plurimes, on va dire. Mais une chose qui est claire pour moi, en tant que féministe blanche aujourd'hui, c'est de mettre bien en évidence que le récit, en fait, du féminisme que j'ai réédité était le récit du féminisme blanc, et que c'est le récit du féminisme blanc que moi je ne veux plus pratiquer. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, le féminisme ne peut pas être un féminisme sans décolonialité à côté, et qui ne veut pas dire pour moi et pour les autres féministes blanches de s'approprier de la parole et de combat des personnes racisées, mais c'est plutôt comprendre comment on peut utiliser notre privilège blanc, comment on peut utiliser la blanchité, en fait, pour trahir la blanchité, pour ne pas rester dans des praxis qui, quelque part, nous amènent, même avec, bien sûr, toutes des postures critiques, mais à bénéficier du privilège de la blanchité, et plutôt de comprendre comment on peut réagir à partir de notre corps blanc, comment on réagit à la pensée décoloniale. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Décolonialité et privilèges », et la chose que je dis toujours, c'est que je n'ai pas écrit un livre sur la décolonialité, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre sur comment, et là on revient à la question de l'intime, je parlais de moi, de comment moi je réponds à la pensée décoloniale, aux propositions de la décolonialité pour changer en fait le système de domination blanc. Et pour moi, c'est le combat contre la colonialité
qui est un mix de colonialisme, racisme, capitalisme et tout les autres oppressions, qui s'est fondée à partir de 1498 au moins, en fait, et donc qu'on est encore complètement plongé dedans, et donc comment moi je peux participer à la création d'un monde décolonial qui n'existe pas encore, à partir d'un positionnement blanc et à partir surtout d'une praxis féministe. Parce que pour moi, c'est ça la question. Il n'y a pas de discours féministe. Enfin, c'est pas ça important. Pour moi, c'est la praxis féministe. C'est-à-dire le mix entre la théorie et la pratique. Parce que sinon, on continue à raisonner par dichotomie. Et les dichotomies sont fondamentalement liées à la modernité et donc à la colonialité. Peut-être. Mon micro, ah ça y est. Peut-être Tatiana, tu aurais envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit par Raquel ou par Tatiana ou par Hélène ou Vanessa, sur les nouveaux imaginaires, notamment les nouveaux récits et la manière dont peut-être dans le spectacle Une nuit entière, vous avez essayé de, consciemment ou pas, de proposer d'autres manières de voir des corps, de corps féminins ou de corps tout court, dans leur vulnérabilité, dans leur puissance, dans un mode de fonctionnement à deux ou solitaire. Alors, je vais essayer de rebondir, mais je trouve que c'était déjà bien construit et complet. Donc, en tout cas, depuis mon point de vue, c'est sûr que le mot féminisme me fait... je sais pas... Enfin, je suis féministe, et en même temps, il y a beaucoup de vagues de féminisme selon les générations ou les cultures ou... les personnes avec qui on va parler, effectivement, il y a des combats, des formes de combats différents et à différentes étapes de la société, de la vie, des évolutions et des révolutions. Enfin, en tout cas, au sortir de mes spectacles, j'ai toujours des débats très différents avec des femmes, en l'occurrence, qui ont eu cette sensation d'avoir lutté à un moment et en même temps qui peut-être ne sont plus à jour de certaines autres luttes qui surgissent et qui agissent. Enfin, donc, en fait, moi, je trouve ça important que tout ça existe et que je crois que c'est impossible d'embrasser, de militer à tous les endroits en même temps. Moi, c'est juste mon impression, c'est que à la fois c'est une écoute d'une multitude de récits et c'est pas des récits, c'est de pensées et d'actions. Et en même temps, on ne veut pas être actif partout, j'ai l'impression. Sur la question du corps dans Une nuit entière, où effectivement on est deux femmes, en l'occurrence, c'est un spectacle qui s'est construit beaucoup avec mon expérience de vie. Comme toujours. Moi, j'ai récemment, j'ai eu un bébé. Donc, effectivement, j'ai aussi été très intéressée au moment de ma grossesse par beaucoup de questions sur l'accompagnement à l'accouchement naturel, sur le corps médical masculin qui s'est emparé du corps des femmes et d'une culture plus militante, comme un film incroyable, Regarde, elle a les yeux grands ouverts, que j'ai vu quand j'étais enceinte. Regardez-le, c'est un film incroyable qui est un documentaire où on voit un groupe qui s'appelle le MLAC, qui pratique, un groupe de femmes qui pratiquent à la fois l'avortement et à la fois des accouchements entre elles. Et c'est des images sublimes où on voit vraiment, en fait, en vrai, un accouchement, on voit vraiment un sexe de femme, on voit vraiment un bébé qui sort.
il y a plein de femmes autour qui sont là et des enfants. Et en fait, ça, dans la question de l'invisibilisation ou visibilisation, je trouve que parmi les multitudes de sujets qu'on pourrait embrasser dans le féminisme, ça fait partie. Enfin, en tout cas, voilà, il y a cet endroit qui m'est apparu et auquel je n'avais pas pensé avant, en fait, profondément, et où là, j'ai vécu une sensation hyper forte d'invisibilisation de l'accouchement, de ce que vit une femme, et de enfin accéder à des discours, des récits, pardon, excusez-moi, que je n'avais jamais entendus. En fait, la grossesse, c'est une transformation du corps incroyable, c'est un deuil de plein de choses. Le moment de l'accouchement, c'est une expérience presque de la mort. Et elle est complètement dans les paroles partagées, complètement tabou. Et il y a, sans parler des fausses, qu'on appelle les fausses couches, d'énormément de points comme ça qui sont complètement mises de côté, et alors qu'elles constituent l'humanité entière. C'est pour ça qu'on est là, on est présent parce qu'on est né. Et donc ces espèces de traumatismes ou d'expériences, il y a énormément de paroles, elles n'existent pas dans l'espace public quasiment. Elles sont toujours racontées de la même manière, pour reprendre ce qu'Hélène disait. Ouais. Quand on voit dans les films, en tout cas, la manière dont est représenté un accouchement, on est toujours sur la douleur, la poussée, 12 000 personnes. Un corps allongé sur le dos, les jambes écartées, avec un gynécologue devant, et des sachants. L'expérience animale qu'est de donner vie, de la brutalité et la beauté, mais dans la brutalité, la cruauté de cette expérience-là, elle n'est jamais donnée à partager, en tout cas dans le savoir le populaire commun, elle est invisibilisée à mort, et en fait... c'est quand même une expérience dingue. 2 mois et demi après, on doit retourner au boulot et faire carrière, rester au rendez-vous, on fait des pièces, surtout on garde le système, et puis on allait en même temps. Après, le chemin est toujours pas aidé non plus. En tout cas, en l'occurrence, j'ai décidé d'être maman. On peut décider de ne pas être mère aussi. Ce discours-là est aussi très peu normalisé, très peu entendu. Les 2 questions me sont venues en même temps. Et voilà, ça m'a ça m'a semblé indispensable d'amener ce sujet dans une nuit entière. On accouche l'une de l'autre, je sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas, moi, mon expérience de l'accouchement, elle a été hyper... et de tous ces récits que j'ai découverts au travers de cette expérience... et la multitude de choses que peut être la maternité, qui n'est pas juste une jolie petite chose, comme on peut le dire, un pur grand bonheur. Je sais pas, mais il y a plein de portes d'entrée là-dessus, dans ces relations-là humaines qui naissent. Voilà, c'est juste une petite branche comme ça du féminisme qui me semble aussi importante et très corporelle, très universelle en fait, féministe ou pas, je sais pas, en fait, on est tous nés, donc voilà. Peut-être, Hélène, vous disiez dans votre dossier sur Madame que prendre la parole vous a permis de ne plus avoir peur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être comme mot de conclusion, puisque l'heure a tourné, cette expérience-là que vous avez eue? Ça c'est Raquel qui dit ça, qui signe ses mails aussi comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est cette phrase de Rosa Parks. N'avoir pas peur quand ce que tu fais est juste. C'est si ce que tu fais est juste, tu n'as pas peur. Et Raquel parle beaucoup du fait de choisir son camp et de se positionner quelque part. Et du coup, et de la question, la question de la justice et de choisir son camp. Et à partir du moment où il y a... Et moi, c'est ce que j'ai parcouru un peu avec ce projet Madame, au fur et à mesure que je rencontrais des groupes de personnes, que je rencontrais des chercheuses,
que j'allais au plateau, que j'essayais des choses, qu'on était tout un groupe comme ça de personnes à essayer d'inventer aussi une chose qui était assez délirante, de faire 6 spectacles d'1 heure, comme ça, en 4 ans de temps. Enfin, puis on ne savait pas combien de temps on allait mettre pour faire ça. Et puis c'était compliqué aussi, c'est intéressant d'en parler, ça, dans les relations à la production, parce que tout à coup, on sortait aussi des façons de faire théâtre. C'est-à-dire, on n'arrivait pas en disant exactement, voilà comment ça va se passer, j'ai besoin de 3 semaines ou 4 semaines de répétition. Mais en fait, on était aussi, on remettait en question ces lignes-là, qui sont les lignes de la production, de comment on compose aujourd'hui un spectacle et tout ça. Et donc, ça pouvait être... c'était très effrayant au départ, mais finalement, on est ressorti de ça, et moi, je suis ressortie de ça avec beaucoup de force. Et je me suis dit, mais j'ai choisi. Et en fait, effectivement, à partir du moment où on choisit son camp et où on est positionné, et on sait pourquoi on le fait, ben on a moins peur, ouais. D'une certaine manière. On a d'autres peurs, mais celle-là... Ma question, c'est dans votre pratique artistique, expérimentation, recherche, est-ce que vous donnez la place à l'homme? Est-ce que vous avez collaboré avec des hommes ou est-ce que vous vous refusez à collaborer avec des hommes? Je peux répondre moi que c'est très vite. Oui. Moi, je pars d'un positionnement queer et transféministe, donc pour moi, n'a pas beaucoup de sens ces choses, parce que pour moi, la catégorie femme et la catégorie homme existent, existent comme catégorie, comme disait Wittig, et la question, pour moi, ça me fait sourire parce que souvent on se dit ça, et en plus moi je suis lesbienne et on pense que t'aimes pas les hommes et tout, lorsque moi j'ai choisi d'être lesbienne en fait, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup les rapports sexuels hétérosexuels, et pour moi lesbienne était une catégorie politique, et donc je fais ce choix-là pour ne pas reproduire le couple hétéronormatif, parce que le problème n'est pas l'hétérosexualité, et puis je pense que votre question sous-entend homme cisgenre. Et lorsque, le problème, c'est la hétéro-cis-normativité, pas les hommes qui sont cis, trans, etc. Donc, la question, par exemple, qu'il y a parfois une non-mixité dans des choses, c'est qu'une non-mixité choisie, parce que les hommes hétéro-cis portent une portée de vie qui est différente et qu'ils sont dans les catégories dominantes, que le voient ou pas. Après, il y a beaucoup de choses, des manuels de disempowerment pour des hommes qui vont être alliés du féminisme, etc. Mais je pense aussi que c'est un des discours liés à une certaine idée du féminisme qu'il faut faire attention. Et il y a des pratiques des chercheuses, par exemple comme moi, qui utilisent que des bibliographies des personnes racisées et des personnes femmes, cis ou trans. Ça, c'est un choix politique. C'est rien contre les hommes, mais c'est parce que les hommes blancs, cisgenres, hétéros et bourgeoises sont les éléments portés en avance partout. Donc, parfois, il faut visibiliser d'autres récits. Voilà. C'est aussi ça... Le lien avec Madame, de faire par exemple appel à 6 autrices, d'être avec des actrices en plateau, d'aller à la rencontre de chercheuses, on va dire, parce que c'est plus large effectivement que ça. Mais effectivement, c'est cette volonté aussi de mettre en visibilité ce qui ne l'est pas forcément, quoi. Voilà. Oui, moi je travaille avec des hommes. Après, c'est pas facile pour elles, mais parce que déjà je travaille avec l'homme que moi j'ai été, hein, donc voilà, c'est pas une collaboration toujours facile, mais justement, c'est les endroits où les collaborations sont pas forcément faciles qu'elles sont intéressantes. Et pour être plus sérieuse, je pense que c'est pas facile pour les hommes de travailler avec moi à l'endroit où ils se positionnent comme hommes, mais à l'endroit où ils se déconstruisent comme hommes, là, ça devient intéressant de travailler avec moi. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors merci
à toutes et à tous d'avoir assisté à cette rencontre. Merci à vous, Vanessa, Hélène, Raquel et Tatiana, pour la richesse de vos partages. Et je crois que vous pourrez... alors, il y avait un live sur les réseaux sociaux et je crois que c'est enregistré, que vous pourrez avoir accès à ces échanges plus tard. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, ce soir à 17h, il y a une nouvelle rencontre sur la question du modèle féministe pour les organisations culturelles. 20h30, oui. 20h30 et demain 19h30 à la Maison du Théâtre. C'est ça. Aujourd'hui, Chaudron.